Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le cadre de votre émission Panafricanisme 101 qui s'intéresse à la géopolitique africaine. Et ce jour, sur Panafricanisme 101, nous nous intéressons à la question des relations diplomatiques et cette vague d'expulsion de certains ambassadeurs occidentaux par certains pays africains, notamment le Bénin, la République démocratique du Congo et le tour du Mali. Alors au Mali, Olivier Net, au Bénin, Olivier Net, ambassadeur de la mission de l'Union européenne, a dû quitter le Bénin avant le dimanche 1er décembre, accusé d'activités subversives, notamment de soutien à l'opposition béninoise, alors que le pays traverse une crise politique et sociale depuis avril 2019. Expulser un diplomate, c'est une première au Bénin. L'Union européenne, qui semble ne pas vouloir de son côté désamorcer cette escalade des tensions diplomatiques, a finalement décidé jeudi d'expulser le chef de la mission du Bénin auprès de l'Union européenne pour protester contre le renvoi de son représentant à Cotonou, a annoncé le Conseil dans un communiqué. Le chef de la mission de la République du Bénin auprès de l'Union européenne ne sera déclaré personne non grata. Cette décision fait suite à la décision du gouvernement béninois de déclarer le chef de délégation de l'Union européenne au Bénin persona non grata. L'Union européenne considère que l'expulsion de son représentant est totalement injustifiée et contraire à l'objectif de l'Union européenne et de développer les relations et de construire des partenariats dans les pays tiers. L'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, l'Allemand Olivier Net, a été accusé d'ingérence dans les affaires de politique intérieure et d'activités subversives par le gouvernement du président Patrice Talon. Il a quitté le Bénin fin novembre. Du côté du Mali, des propos du représentant français de la mission onusienne qui avait souhaité la bienvenue aux délégations venues du Mali et de l'étranger lors du congrès du MNLA à la fin de novembre ont suscité la colère de Bamako. Sommé de quitter le territoire sous 24 heures, le chef de la mission des Nations Unies à Kidal devait regagner la France depuis la nuit. L'ascension de Bamako est tombée le mardi 10 jours après la déclaration de Christophe Sivillon, le chef du bureau de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA à Kidal. Le ministère malien des Affaires étrangères, Thiébile Dramé, a annoncé au cours d'une conférence de presse que le diplomate français était désormais persona non grata. Il disposait de 24 heures pour quitter le territoire de la République du Mali, a-t-il précisé, en souhaitant la bienvenue à Kidal aux délégations venues du Mali et de l'étranger lors du congrès du Mouvement national de libération de l'Azawad. Le 30 novembre, Christophe Sivillon a suscité une levée de boucliers dans le pays. Mouvement de la société civile, partis politiques, institutions, tous ont condamné ses propos, l'accusant de remettre en cause l'intégrité du territoire. Les députés maliens ont dénoncé le 5 décembre dans une déclaration commune lue en séance des propos qui portent une atteinte grave à la souveraineté et à l'intégrité du territoire malien. On se rappelle que ce même scénario similaire s'est produit à 3 jours des élections du 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Les relations entre Kinshasa et Bruxelles s'étaient un peu tendues. Dernier bras de fer en date avant la fin du mandat de l'ancien président Joseph Kabila. Kabangé l'annonce le jeudi 27 décembre 2018 par l'ancien ministre congolais des Affaires étrangères de l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne dans le pays, Bat Ouvri. C'était au cours d'un entretien avec des diplomates occidentaux. Le gouvernement avait invité instantanément le Conseil européen à procéder impérativement dans les 48 heures au rappel de son chef de mission en République démocratique du Congo. Cette mesure, d'une part, sanctionnait le comportement répréhensible de l'intéressé et d'autre part, s'inscrivait dans le cadre de la réciprocité repensée, avait justifié le ministre des Affaires étrangères du côté de la RDC. Alors ce matin, on s'interroge que retenir de l'état des rapports et de relations diplomatiques entre les États occidentaux et l'Afrique. Et sur ce plateau, nous avons 2 invités avec nous pour en parler. Nous recevons Patient Parfendum, homme politique de l'UPC et analyste de la question géopolitique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Princesse Fallon, bonjour à tous les techniciens de cette jeune télé. Africa TV, c'est ma première fois d'être dans vos studios. C'est avec une agréable surprise que je vois qu'une nouvelle initiative dans le monde médiatique au Cameroun et en Afrique a été lancée. Je vous souhaite d'ailleurs tout bon vent dans cette nouvelle entreprise.
tout en espérant que vraiment cette chaîne va apporter un plus dans l'univers médiatique sans cesse grandissant au niveau de l'Afrique. Merci pour cette invitation. Merci à vous. Nous recevons également Sissi Bamanga, homme politique du PUS. Bonjour et analyste politique également. Bonjour et bienvenue. Oui, merci Fallon. Je pourrais ajouter à ce que le grand frère a dit. Beaucoup de bénédictions à cette nouvelle chaîne et surtout que cette chaîne apporte un plus, comme le grand frère l'a dit, et apporte vraiment, éclaircit vraiment plus encore les Camerounais sans être une chaîne partisane. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de soucis avec d'autres télévisions qui sont là dans le domaine. On se retrouve, on ne sait pas pourquoi, d'autres chaînes sont tellement partisanes que ils ne bossent plus pour le peuple. Parce qu'une chaîne est là pour le peuple, pour dire la vérité aux gens. Donc, beaucoup de courage et merci encore de m'avoir invité ce matin. Merci aux auditeurs de Africa TV. Merci. Nous allons tout de suite retrouver Winnie Kaku sur la question des expulsions de certains ambassadeurs sur le territoire, certains ambassadeurs occidentaux sur le territoire africain. Voilà, nous suivons ce reportage de Winnie Kaku. L'on ne saurait occulter la vérité selon laquelle les diplomates occidentaux sont de plus en plus chassés des pays africains. C'est entre autres le cas du diplomate belge de l'Union européenne Bart Ouvry sous le régime de Joseph Kabila Kabange en décembre 2018. La sommation de l'Allemand Olivier Nett de quitter le territoire béninois avant le 1er décembre 2019 par le président Patrice Talon et tout récemment l'expulsion du Français Christophe Sivillon, chef du bureau de la MINUSMA, déclaré persona non grata au Mali. Bien que les raisons pourraient être diverses, la problématique du comment comprendre ces expulsions multipliées apparaît alors nécessaire. S'il s'agit de manière générale de savoir dans quelles limites s'interférer dans les affaires des autres, le cas du Mali spécifiquement laisse transparaître des propos tenus portant un jugement de valeur réduite sur la ville de Kidal. Par ailleurs, au Bénin, le diplomate avait été taxé de proximité avec l'opposition et d'immersion dans les affaires submersives. Les rebondissements notoires de ces affaires d'expulsion à travers les convocations en retour des ambassadeurs du Mali et du Bénin au sein de l'Union européenne suscitent une analyse de cette situation qui n'est pas du moindre. Merci à toi, Winnie Kaku, pour ce reportage. Alors avec vous, Monsieur Passion Parfendum, comment comprendre cette vague de réaction dans les relations diplomatiques avec certains pays africains et l'Occident? On le sait très bien, il y a des années aujourd'hui, on ne pouvait pas observer une telle réaction lorsqu'il y avait peut-être ingérence ou pas dans les affaires internes des États africains. Mais on a comme l'impression que plus en plus de gouvernements africains prennent la résolution de réagir à l'immédiat lorsqu'ils sentent leur intégrité territoriale menacée. Alors, comment comprendre cela? On peut commencer par observer que la plupart des pays africains, surtout ceux qui sont au sud du Sahara, traversent autant pour moi des périodes assez difficiles quant à l'élaboration de la constitution de leur nation. Ces pays connaissent des soubresauts d'ordre différents. Ils sont d'ordre géopolitique en infini, mais ils sont aussi d'ordre de questions internes. Ça peut se voir dans le cas du Congo, ça se voit dans le cas, par exemple, du Bénin. Ils sont aussi dans le cadre de ce nouvel apport, de la nouvelle classe politique, qu'elle soit de l'opposition du pouvoir, qui essaie d'essayer de s'affranchir d'une tutelle trop oppressante. C'est le moins qu'on puisse dire de certains pays occidentaux chez nous en Afrique. Vous savez que pour les pays occidentaux, l'Afrique continue d'être comme une espèce de chasse gardée. La France a son précaré dans lequel il fait la pluie et le beau temps, ça se voit tout le temps. Mais les questions sécuritaires qui impactent dans la vie au quotidien des populations a créé une nouvelle donne politique. Parce que maintenant, quand on voit ce qui se passe par exemple au Mali, c'est l'intrusion des populations dans le jeu politique. Ils donnent leur avis, ils font des manifestations, ils disent s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Mais ce que nous constatons, c'est ce que nous avons toujours eu à décrier depuis des décennies par rapport à cette question-là, c'est la question de la souveraineté de nos États. Nous avons des États qui sont encore assez faibles, il faut le reconnaître, qui ont des rapports pratiquement de dominant à dominant par rapport aux autres pays occidentaux, qui ont des attitudes, qui avaient les réflexes, souvent d'être toujours en position de demandeur. Vous voyez, l'aide
l'aide multilatérale, l'aide bilatérale, etc., etc. Alors que, dans le fond, ce sont des pays, si elles avaient une souveraineté affirmée, qui, au contraire, devaient être en capacité de ne pas accepter ce type d'administration qui viennent de la part de ces pays occidentaux. Dans le cas du Mali, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé, parce que, comme vous le savez, effectivement, la zone de Kidal, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est encore une zone interdite, n'est-ce pas, de déploiement, ni à l'administration malienne, ni à l'armée malienne. Par contre, vous allez trouver au nord de Mali, dans cette zone de Kidal, des forces étrangères, précisément françaises, qui sont, avec la rébellion de MNLA, dont tout le monde sait qu'elle a été portée à bout de bras par la France. C'est un secret de polichinelle. On l'a eu à le démontrer 1001 fois, parce qu'on a vu comment cette rébellion de MNLA avait été défaite par les djihadistes quand ils ont fait leur intrusion au nord de Mali. Il a fallu l'intervention hélicoptère de la France, peut-être pour sauver beaucoup plus ce groupuscule de MNLA que pour sauver la survie de l'État malien. Donc je pense qu'il y a une nouvelle donne, il y a de nouveaux hommes politiques qui arrivent, mais il y a aussi des enjeux nouveaux qui arrivent. Il y a une nouvelle perception des questions géopolitiques sur le plan africain et mondial, des populations qui poussent certains dirigeants quand même, à de temps en temps, excusez-moi le terme, à avoir un peu de couilles pour dire quand même à ses partenaires étrangers qu'il y a quand même Yellow Line qu'il ne faut pas franchir allègrement comme ça, comme ce fut le cas dans les années antérieures. C'est une très bonne chose de mon point de vue. Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, qui ont, ils connaissent mes positions par rapport à ces questions. Mais je dis que pour une fois, on a l'impression qu'il y a des lignes qui bougent. Et il faut renforcer ce mouvement n'est-ce pas, tectonique qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Afrique pour que justement, rapidement, nous puissions arracher cette souveraineté qui nous manque cruellement et sans laquelle, je continue de dire, nous sommes encore dans un jeu, n'est-ce pas, d'image, d'intention, de volonté plus ou moins diffus, mais qu'il faudra forcément qu'un jour, qu'on puisse arriver à une possibilité, et cela ne pourra qu'être possible avec ce que j'appelle l'unité politique de notre continent, et peut-être sous-régional, comme on le voit dans la bande sahélo-sahélienne. Vous imaginez, si vous avez un État qui regroupe le Mali, qui regroupe le Niger, qui regroupe le Burkina Faso, qui regroupe la Côte d'Ivoire et par exemple la Mauritanie, pour m'arrêter là, cet État, à mon sens, serait plus à même à apporter des réponses adéquates à la question de djihad et de l'intégrisme religieux dans cette zone-là que nos États individuellement pris, qui sont pour la plupart parmi les derniers en termes de classement sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan social, sur le plan des acquis même, que les populations de ces zones-là qui sont extrêmement pauvres, il faut le dire, et c'est ça qui fait le lit, n'est-ce pas, de ce djihad-là, de ces organisations criminelles. Je pense que tant que cette question-là n'est pas réglée, on va continuer de subir des insultes. Parce que c'est ça qu'il s'agit, des comportements aussi condescendants que ce que nous subissons de la part souvent de petits fonctionnaires, tout simplement parce qu'il a un grade responsable de l'Union européenne ou bien de la MINUSMA, bien de je ne sais pas quoi, dans tel ou tel pays, et qui pense qu'il peut mettre à mal la souveraineté affirmée plus ou moins de ces pays-là. Et pour moi, bravo à ces chefs d'État qui prennent ces décisions. Souvent, c'est aussi politicien. Dans le cas, par exemple, de Bénin, on voit bien que le président Talon, c'est une décision politicienne pour dire ne rentrez pas dans la gestion interne de ma cuisine, n'est-ce pas? Mais si, au contraire, ces dirigeants avaient pris des décisions qui vont dans le sens des intérêts du président Talon, je ne pense pas qu'il aurait été expulsé. Donc, une fois de plus, soyons sérieux, soyez des gens qui sont déterminés à prendre leur destin en main, et de plus en plus, on n'aura pas, les Occidentaux ils vont réfléchir par deux fois avant de donner des avis aussi, j'allais dire, inacceptables comme ce fut le cas de ces différents représentants de ces organisations. Merci à vous, M. Patient Pafindom. Avec vous, M. Cissé Bambanga. Alors, quelle est votre lecture de cette vague d'expulsion de représentants diplomatiques de certains pays occidentaux sur le territoire africain, voilà, chose qui ne se faisait pas auparavant? Oui, merci Fallon. Déjà, je partage à 95% des points de vue du doyen Parfin sur le plateau. Et ce que je peux ajouter encore est que la relation Union africaine-Afrique, c'est une relation qui est, je peux appeler ça comment, elle est verticale en fait. C'est une relation qui n'est pas horizontale. C'est-à-dire, c'est une relation où tu as un individu
parce que j'appelle ça comme ça, parce que c'est une relation entre l'Afrique et l'Union européenne. Voilà, l'individu qui est au-dessus de l'autre. C'est visible que l'Union européenne est au-dessus de l'Afrique, des Africains qu'on est. Parce qu'il n'y a qu'à voir aujourd'hui, on le dit toujours, quand vous prenez le cas du G5 Sahel aujourd'hui, le G5 Sahel, j'en parle parce que c'est un débat chaud, il est encore là aujourd'hui. Vous savez, la France, la communauté internationale, ils sont là ici en Afrique pour leur intérêt personnel, il faut le dire, c'est pas pour un intérêt pour nous les pauvres citoyens nigériens, maliens, tchadiens, ils sont là pour je sais pas, ils sont là. Et le gros problème de ça, ce sont les dirigeants africains, la majorité c'est les dirigeants. Parce que les accords sont là, les accords sont flous, on travaille avec des anciens accords, on n'a même aucune visibilité, il y a des accords même qu'on n'a même plus de visibilité dessus, mais les présidents africains, certains, la majorité, ils sont là, ils avancent comme ça. Pour revenir à ce qui se passe au Bénin, au Mali, et un peu en RDC, c'est quelque chose qui fait jouer un Africain. Parce que si tous les représentants ou tous les présidents africains peuvent se comporter de la sorte, c'est bien pour la population. Parce que n'oublions pas tout ce qu'on dit, tout ce qu'on peut faire, la politique, on peut bavarder, on peut dire, tout est au centre de l'être humain. Tout est au centre du pauvre petit africain qui n'attend qu'à manger, à boire, aller à l'école, il est malade, aller à la santé. C'est ça le plus important que les Africains attendent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Et nos dirigeants, aujourd'hui, on a des dirigeants qui sont accrochés au trône. Parce que c'est là d'où vient le problème. Les dirigeants sont accrochés au trône et là, ils font j'appelle ça comment? Ils font des marchés avec des Occidentaux. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis là, je te laisse, tu t'accroches tranquillement à ce que tu veux, ce que tu aimes, tu t'en fous de ta population. Et nous, on pille le pays, on prend des richesses parce qu'il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, l'Afrique, je dis bien l'Afrique, je ne parle pas d'un pays africain. L'Afrique est une puissance, que tu la veuilles ou que tu ne la veux pas. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, on te démontre en 2050, nous allons passer à 2 milliards. On vous démontre dans certaines spécialités que, comment je peux dire, les choses comme le pétrole aujourd'hui, on te dit à un niveau de l'Afrique en 2040, 35, les experts te disent qu'une partie du pétrole du monde va se retrouver au golfe de Guinée, des choses comme ça. Les Occidentaux ne comprennent pas, ils ne maîtrisent pas ça. C'est Dieu qui a déjà aimé l'Afrique pour ça. Et aujourd'hui, ils sont là, ils ont apporté, je peux apporter ça comme ça, c'est grossier, mais ils ont apporté du bordel un peu partout. Et aujourd'hui, il n'y a que l'Afrique qui reste et ils veulent être là présent. Le cas je vous prends le cas aujourd'hui, ça fait encore l'actualité. Et Emmanuel Macron, il est allé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand vous voyez la Côte d'Ivoire, c'est une bombe à retardement. Si on ne fait pas attention, on va retourner encore sur les années 2000. Il est allé là-bas, c'est pour revoir les accords. Il va quitter de là. Il va partir chez Alpha Condé, qui est là, présent, qui a terminé ses 2 mandats. Au lieu de partir, le président, il veut encore renouveler, il veut changer la constitution pour être présent. Donc, on a certains dirigeants, malheureusement, en Afrique, qui s'en foutent de la population, qui s'en foutent du petit peuple qu'on est et qui voient que juste leur intérêt, leur famille, par exemple le cas du Gabon, le nom Bongo, il faut que ça reste n'importe comment, le nom doit être là. Donc tout ce que moi je peux apporter et dire, c'est que nous les Africains aujourd'hui, on est ouverts au monde entier et c'est ça qui apporte quelques changements, quelques lignes qui bougent. C'est parce qu'aujourd'hui on est ouvert. Aujourd'hui la population met la pression. Vous n'allez qu'à voir, dans tous les pays aujourd'hui africains, les populations mettent, ils en parlent. Et je suis content qu'aujourd'hui, l'homme africain, il n'est plus ignorant comme avant. On n'a jamais été ignorant. Mais à un moment, on s'enlaçait, on était en retrait, on ne s'occupait pas trop. Mais aujourd'hui, dans tous les pays africains, les peuples, les personnes instruites ou non instruites, ils sont très, très, très vigilants à la politique, à la situation qui se passe dans leur pays et dans leur continent. Qu'est-ce qui amène ça? C'est parce qu'aujourd'hui, le gros problème est revenu jusqu'à ce que même au niveau du panier de la ménagère, on ne s'en sort plus. C'est-à-dire aujourd'hui, parce que le minable africain qui est là, il s'en fout de tel président, tel ministère, tel truc. Tant qu'il arrive à manger, aujourd'hui on arrive dans des périodes, dans des pays où on n'arrive plus à manger. Et même quand on arrive à manger, on n'arrive même plus à sortir, par exemple, pour aller chercher
1 franc CFA, 2 francs CFA pour manger. Il y a l'insécurité totale. Aujourd'hui, le G5 Sahel, par exemple, c'est visible. Au Niger, il y a eu 71 soldats qui sont morts et une vingtaine qui ont disparu comme ça. Il y a eu 3 heures d'échange. Je prends le cas du Niger encore parce que ça chauffe. Il y a eu 3 heures d'échange entre une milice armée, on ne sait pas d'où elle sort, avec le camp d'en face des militaires qui étaient là, qui donnaient du feu, qui donnaient du fort. On vous dit qu'ils ont boycotté le réseau Internet, ils ont boycotté. Personne n'est venu. Alors que vous avez la France, vous avez des bases un peu à gauche, à droite, mais personne n'est venu. Mais ce qui est encore plus pire, c'est que pour le deuil national dont le président Issoufou a lancé, personne n'était là. C'est-à-dire des personnes valeureuses. Il n'y avait aucun président africain, il n'y avait aucun président de l'Occident. Il y a un gros problème à ce niveau. Mais à quelques heures quand même du sommet du G5 Sahel qui s'est tenu à Niamey, il y a 4 chefs d'État africains qui sont passés rendre un dernier hommage au niveau des tombes de ces soldats. Oui, ils sont passés, mais ils n'étaient pas là en direct, j'appelle ça comme ça. Je vous fais une petite anecdote. En 2015, quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, une dizaine de personnes, on a vu des présidents africains qui sont allés pleurer. Je ne sais pas si vous voyez, on a vu des mobilisations. Aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui arrive au Sahel de l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique, c'est le problème Kadhafi aujourd'hui, il faut le dire. Et c'est quoi le problème Kadhafi? C'est que l'Union africaine, si j'appelle ça comme ça, ou les présidents africains, ils ont laissé qu'on a battu violemment, vulgairement, un monsieur qui avait un gros projet pour l'Afrique. Un projet pour un développement rassurant et rassuré. Voilà le problème. Le gros problème, je dis encore, c'est nos dirigeants en Afrique. Si nous avons quelques dirigeants comme au Mali, en RDC, au Bénin, qui bougent les choses, vraiment, nous sommes très contents. Nous souhaiterons que ce vent-là, ce bon vent-là, c'est vraiment dans les 53 pays africains au plus, qu'on ait, pourquoi pas 50 pays africains? Parce qu'en réalité, les Occidentaux, je le dis encore, c'est pas qu'on peut vivre avec sans eux. On ne peut pas vivre avec eux, par exemple, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le système mondial où on est, sur le Fonds monétaire international, c'est la Banque mondiale, nous les Africains, on n'a même pas de monnaie, blablabla. Ce que je peux dire, c'est que nous avons besoin que nos dirigeants, que l'Union africaine, on revoie les protocoles d'accord, les conventions signées sur tous les domaines. Je dis bien sûr tous les domaines, parce qu'aujourd'hui, nous les Africains, nous avons ouvert les yeux. Les dirigeants africains qui s'en foutent de leur peuple, je vous dis, un vent en train d'arriver, ils vont dégager, des nouvelles personnes vont venir, tôt ou tard, parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure de la vérité. Les médias comme vous, comme d'autres médias déjà sont là, ils éclaircissent la population. Donc, le panéliste qui est à la droite là, qui est là, c'est pas aujourd'hui que je connais ce monsieur. C'est un monsieur qui a toujours fait des combats. Par exemple, qui a toujours dénoncé. Aujourd'hui, il n'est plus seul. Il y en a nombreux, il y en a plein de choses. Allez sur les réseaux sociaux, vous verrez. Les Africains en parlent, ils dénoncent. Tout ce que nous, on veut, nous les Africains, on ne demande pas des gros postes, on ne demande pas des postes intelligents et intellectuels, on demande des précisions, des choses claires pour nous. À notre niveau, on veut aller à l'école tranquillement, on veut aller dans les hôpitaux tranquillement si on est malade. Ils n'ont qu'à piller le haut niveau s'ils veulent, mais qu'ils mettent au moins le peuple, la population africaine au niveau moderne. Ok, merci. Merci à vous, M. Bamanga. Nous revenons vers vous, M. Passion Parfendum, dans l'un de ses communiqués, notamment concernant la République démocratique du Congo et le cas du Bénin. Ces gouvernements accusaient ces chefs de représentation diplomatique de l'Union européenne d'être favorables à l'opposition. Aujourd'hui, pensez-vous que cela pose problème que des représentants étrangers soient proche de l'opposition, ou alors ils profitent juste de ces quelques turbulences politiques au sein des États pour soutenir l'opposition lorsqu'ils ne considèrent pas, ou alors lorsqu'ils ne considèrent plus, ils ne veulent plus garder les intérêts du président actuel. Je pense que, en réalité, nous sommes face à des situations, nous pouvons dire que ces gouvernants, ces gouvernements et ces responsables politiques ne peuvent être responsables de leur propre turpitude. Nous sommes de jeunes États qui aspirent à aller vers la démocratie. Bon, appelons ça comme ça, même comme le terme, beaucoup le refutent. Mais il y a un minimum. Il y a des prérequis qui doivent être la chose la mieux partagée pour l'ensemble des acteurs politiques
de ces différents États. Vous ne pouvez pas, comme ce fut le cas, ça a été le cas avec le président, par exemple, Kabila, essayer de modifier une constitution avec pour ambition, comme on le voit aujourd'hui, même comme il y a un jeu de mots avec le Guinéen Alpha Condé, de vous représenter. Et vous faites un mandat, vous faites 2 mandats, et vous vous rappelez à la fin de votre second mandat que la constitution présente des lacunes. Et c'est à ce moment que vous décidez de modifier la constitution. Et l'opposition dit, attention, peut-être que cette modification de la constitution peut avoir pour objectif de vous permettre de remplir. Alors, si vous vous comportez comme ça, si vous n'avez pas la capacité de pouvoir dialoguer de manière permanente, d'avoir des lieux de concertation et de dialogue, des moments de concertation et de dialogue de manière permanente avec votre opposition, si vous êtes quelqu'un qui avait l'impression de vous placer au-dessus de la nation et d'imposer au reste, n'est-ce pas, des acteurs politiques et même de la société, vos points de vue, parce qu'ils sont les plus, je ne sais pas, selon vous, les plus adéquats et les plus appropriés pour permettre au pays de pouvoir décoller. Surtout quand vous avez des acteurs, des partenaires comme ceux-là que vous invitez. Vous savez, le rôle par exemple de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Vous savez que le Congo a jusqu'à aujourd'hui des difficultés à pouvoir pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez besoin de ces soutiens étrangers. Et quand il y a des nœuds, vous vous dites, ah non, c'est une question interne, vous n'avez pas à vous immiscer dans ces problèmes. Je crois que c'est là où il y a le problème. Si on avait des acteurs politiques qui étaient capables, chaque fois que nous sommes en difficulté, de convoquer l'ensemble de la classe politique ou bien la société nationale, d'avoir des endroits et des espaces où on discute, où on débat, où on échange, mais surtout où on accepte d'avoir des comportements, j'allais dire, républicains, de telle manière que les décisions qui vont fortement impacter dans la vie des populations soient retenues de manière consensuelle. Il est fort évident que de telles absurdités ne pourraient pas arriver dans nos États. Mais quand vous regardez, par exemple, quelqu'un comme le président Talon, voir la manière dont il s'est comporté, quand il arrive au pouvoir, il dit « Ah, moi je suis là pour un mandat. Après ce mandat, je n'ai plus rien à cirer. » Et subitement, quand le temps commence à aller pousser vers la fin de ce mandat, c'est à ce moment qu'il se rappelle que la loi électorale, la constitution, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on ne peut pas. Comme j'ai embrayé pour le cas de Condé tout à l'heure, la question que je me pose toujours, puisqu'il y a une continuité de l'État, on dit que les hommes passent, mais les institutions demeurent. Pourquoi ne pas confier cette tâche au prochain président qui va arriver, puisque vous êtes en fin de mandat, en disant, pendant le temps que j'ai mis au pouvoir, j'ai constaté qu'il y avait tel petit réglage à faire pour parfaire notre constitution. J'ai préparé tout le dossier à la fois technique, je te le confie, de telle manière que tu puisses aussi jeter un coup d'œil le moment venu pour maintenant implémenter de nouveau des résolutions qui vont conduire à avoir une nouvelle constitution qui soit à la hauteur des aspirations du peuple selon ta propre vision. Mais non, vous ne le faites pas. Vous êtes à la fin de votre mandat. Vous êtes dans vous avez prêté serment sur une constitution que vous avez décidé de respecter. La constitution vous indique que vous avez 2 mandats. Et à la fin de votre second mandat, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez modifier la constitution. Le drame dans l'affaire. Tout à l'heure, notre panéliste parlait de nos chefs d'État qui sont devenus, je ne sais pas, enfin des gens qui comprennent. Le drame dans l'affaire, c'est que les nouveaux arrivants au pouvoir, comme c'est le cas de Talon, comme c'est le cas de Condé, ils ont devant eux des dinosaures qui sont là depuis des décennies, qui ont modifié la Constitution et qui n'ont pas eu la même désapprobation de la part de ces institutions étrangères que nous. Vous voyez? Donc, c'est à ce niveau qu'on peut dire que ces institutions qui essaient aujourd'hui de donner l'impression qu'ils ne sont pas d'accord, qui peuvent ne pas en accord avec le pouvoir, ils ont validé des coups d'État sur le plan juridique dans notre pays. On peut citer le cas de Cameroun, de Tchad, du Congo, etc., où les constitutions étaient bien marquées sur des marbre avec des limitations bien précises. Mais ces différentes dirigeants, la liste n'est pas exhaustive, hein, ils ont brisé, n'est-ce pas, ces éléments constitutionnels-là pour pouvoir remplir ad vitam aeternam. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Donc les autres pensent que, bon, oui, il y a des remous, il y a des problèmes, mais ils ont quand même réussi à passer en force. On a vu au Cameroun en 2008. Pourquoi pas nous? Donc,
Et ils sont toujours en de très bons termes avec, n'est-ce pas, la mère patrie, excusez-moi aussi le terme. Mais voilà la situation. Donc je continue de penser que tout va revenir dans cette situation-là à la capacité de la société civile, mais surtout des peuples des différents États africains à se prendre en charge. Mais cette société civile-là, on a comme l'impression également que sur certains territoires africains, elle semble être en train d'être muselée. On prend encore le cas de Nathalie Yan, qui a été expulsée de la Côte d'Ivoire tout simplement parce qu'elle a donné son avis lors du sommet de Sochi sur les relations de la France avec ces États africains et également de Kémy Séba, qui avait également été expulsé de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un citoyen africain n'a plus le droit de s'exprimer ou d'avoir un combat en faveur de l'Afrique et qu'il se trouve sur un autre territoire. Il faudrait logiquement qu'il soit expulsé. C'est pour ça que, bon, pour ceux qui m'ont connu sur d'autres cieux, c'est toujours tendance à mettre de bémol. Quand j'entends les gens dire, oui, nos chefs d'État aujourd'hui, ils ont compris, ils sont prêts à en découdre avec X, Y, non. La plupart de nos chefs d'État sont des hommes lisses de l'Occident. Chaque fois que les intérêts de l'Occident seront attaqués, ces chefs d'État, de manière, j'allais dire, quasi naturelle, vont balancer du côté des intérêts des Occidentaux. On l'a vu, vous avez cité mon jeune frère Kémy Séba, je profite de l'occasion pour dire un coucou. Quand il s'est attaqué de manière frontale, il nous a rejoints dans le combat contre le franc CFA, vous avez vu. L'attitude de la plupart des États qui sont sous franc CFA, ça a été, monsieur, vous ne pouvez pas continuer à semer le bordel chez nous, soi-disant. Nathalie Yam, c'est la même chose. Si Nathalie Yam avait fait un long discours soporifique où on parle de tout ou de rien, je peux vous assurer qu'elle aurait pu continuer à rester en Côte d'Ivoire comme l'a été, bien que militant du parti leader et même, je crois, conseiller de Amadou Koulibaly. Mais à partir du moment où elle s'est attaquée à une question qui tient à la question de la souveraineté et à la confiscation de cette souveraineté des États africains par la France, elle a franchi la ligne rouge. Et pour M. Ouattara, comme vous le savez très bien, qui ne se gêne pas, qui ne met pas les gants quand il faut procéder à de telles actions totalement déshonorantes pour les Africains que nous sommes. Parce que là, il s'est comporté non seulement en collabo, mais en homme lige ouvertement de la France. Et la partie était facile pour lui. Donc je continue de dire et d'insister qu'il revient aux populations africaines de se former, d'écouter, d'avoir la capacité de voir où sont leurs intérêts. Parce que aussi certaines sociétés civiles sont aussi manipulées. Hein. Elles sont manipulées et par l'Occident, d'autres sont manipulées par les gouvernants du moment dans nos différents États. Il y a ça aussi, on ne peut pas le nier. Mais je dis chaque fois que vous allez voir quelqu'un de la société civile, quelqu'un, une personnalité quelconque, un intellectuel, s'attaquer à ce problème de fond qui est la question de la confiscation de la souveraineté des États africains par les pays occidentaux, je peux vous garantir qu'ils vont subir le même sort que Kémy ou bien Nathalie. Donc, nous sommes là à un virage, et ce virage ne pourra être négocié à meilleur compte pour nous que s'il y a une forte, n'est-ce pas, intrusion, n'est-ce pas, du peuple dans cette bagarre. Et il faut donc que, pour que cela soit possible, que le peuple soit éclairé par des intellectuels, par des hommes politiques qui ont vraiment de l'ambition pour notre continent. Quand vous regardez, par exemple, tout à l'heure, on n'a pas des réseaux sociaux, la fracture, la fragmentation, n'est-ce pas, des idées que défendent les Africains dans les réseaux sociaux, mais surtout en mettant en avant un poison qui a été bien élaboré et conçu par les Occidentaux, qui est la question tribale. Vous avez le repli identitaire et tribal qui fait qu'il n'y a plus de visibilité aujourd'hui. Chaque fois, si j'ai besoin de porter une petite critique à votre très belle veste rose, on va dire, ah, vous voyez, il est dit parce que les Bassa et Fallon et Bamdik, alors que ça n'a rien à voir. Vous voyez. Donc, si on continue sur cette voie-là, on a très peu de chances de nous sortir très vite et très rapidement de cette cage dans laquelle nous avons été enfermés et dont les Occidentaux ne font que renouveler les gestionnaires de la cage de temps en temps. Le problème pour nous Africains, c'est de briser cette cage-là pour pouvoir nous en sortir. Mais pour que nous puissions le faire, il faut qu'on arrête de réfléchir en termes je suis de telle ethnie, je suis de telle région, mon père était ceci, il était cela. C'est l'avenir de l'Afrique qui rentre en jeu. Voilà, quand vous êtes en Occident, quand on vous regarde, on ne vous appelle même pas Camerounaise, on dit une Africaine si on vous aime, ou bien on vous dit une noire, basta. Donc il faut que cette prise de conscience soit vraiment quelque chose que nous essayons de bien cerner
pour pouvoir mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Donc, je continue de penser que le moment est venu. Nous avons travaillé. Peut-être que, comme disait le jeune frère tout à l'heure, notre génération sera obligée de passer de témoin à une autre génération, mais celle-là, de bien discerner, n'est-ce pas, les problèmes qui sont essentiels. Parce que ce que je vois de temps en temps dans les réseaux sociaux, je suis un peu déçu de constater que on ne voit pas l'essentiel. Nous sommes dans des batailles de chiffonniers qui nous ont été imposées par des questions d'ordre tribal et ethnique. On dit, oh, tel supporte tel. Non, non, ce n'est pas ça. L'Afrique a un problème. Il faut que l'Afrique installe une démocratie authentique ici chez nous, donner la possibilité à tous les Africains de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner leur avis, de pouvoir participer, n'est-ce pas, comment dire ça, au développement de leur pays en ramenant les administrations des administrés, mais surtout en donnant la possibilité aux petites gens de donner leur avis, de participer à l'élaboration des lois, des règlements et tout ça qui vont impacter dans leur propre vie. On ne peut pas continuer à considérer le gros des citoyens africains comme des citoyens de seconde zone parce que les éclairés qui sont au pouvoir pour le moment, ceux qui ont la possibilité d'être dans les arcanes de pouvoir, prennent les autres complètement comme des laissés pour compte des gogos. Il faut justement qu'on puisse avoir la capacité d'avoir les organisations politiques et étatiques qui mettent l'homme au cœur, mais en mettre l'homme au cœur veut dire le contraindre, pas le contraindre, mais faciliter sa participation à la prise de décision dans son propre pays. Vous allez voir que si la question comme celle de Boko Haram, on avait mis en place ce mécanisme en donnant la possibilité aux gens qui sont dans cette région-là de participer à l'élaboration des solutions pour mettre fin à cette ire de Boko Haram. Je suis convaincu qu'on aurait eu des solutions un peu plus endogènes et très adaptées, n'est-ce pas, pour résoudre cette crise, que de continuer à penser que quand on veut résoudre une question de Boko Haram, il faut prendre l'avion pour aller tenir, je ne sais pas, des conférences à Paris, à Londres ou bien à Washington. C'est vraiment inopérant aujourd'hui dans le monde réellement existant que nous avons. Merci à vous, monsieur. Avec vous, monsieur Bamanga, comment comprendre aujourd'hui, pensez-vous alors que l'Afrique aujourd'hui puisse se positionner sur la scène diplomatique comme dans un partenariat gagnant-gagnant dans la mesure où vous ne voyez pas du tout l'Afrique, l'Union africaine représentant l'Afrique égale à l'Union européenne, et vous avez dit tout à l'heure que l'Union européenne est au-dessus et les pays africains sont en dessous aujourd'hui avec cette vague de décisions qui se prend dans certains pays concernant ces diplomates-là. Aujourd'hui, pensez-vous que l'Afrique puisse se positionner sur la scène diplomatique comme un État dans un rapport de force? Ok, merci Fallon. La question vraiment, ce que je pense de cette question est que déjà il ne faut pas qu'on se mente, il faut qu'on se dise les vérités en face. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les ennemis de notre continent, ce sont nos dirigeants, nos présidents, nos représentants européens, nos ministres dans tous les secteurs. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis par exemple, on nous parle de l'Union africaine, on nous parle de la CEDEAO, on nous parle de beaucoup d'autres branches de l'Afrique qui représentent le peuple africain. Mais en réalité, prenons le cas de l'Union européenne. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas grandir quand vous dépendez des autres. Aujourd'hui, l'Union africaine, ça c'est un gros débat. 40% du financement de l'Union africaine, c'est les États-Unis. Un peu plus de 20%, on te dit que c'est les Occidentaux. Encore un peu plus, on te dit il y a 12 bailleurs de fonds, donc c'est encore des Occidentaux. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on se dise, on se cache des vérités. Quelqu'un ne peut pas te donner son argent, en quelque sorte. L'Union européenne, les Occidentaux ne peuvent pas donner de l'argent aux Africains sans attendre un gros, je ne sais pas, plus que gros même, je ne sais pas le mot, en retour. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, les accords doivent être revus. Pour que les accords, pour qu'on revoie ces accords, il faut que l'Union africaine se solidifie. Pour que l'Union africaine se solidifie, il faut que nos représentants, nos dirigeants, nos présidents se soudent. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Parce que quand vous prenez, par exemple, aujourd'hui, je prends un pays comme le Burkina Faso. Le peuple en avait marre, ils ont chassé Blaise Compaoré. Mais en réalité, Blaise Compaoré n'est jamais parti.
Je vous dis, Blaise Compaoré n'est jamais parti. Jusqu'à aujourd'hui, Blaise Compaoré, par exemple, il est toujours consulté, il est toujours plébiscité pour des problèmes burkinabés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Et sur certains problèmes africains même, la France, ils nous divise pour mieux régner. Et entre nous les Africains, vous verrez des personnes vraiment qui n'ont qu'un autre intérêt que leur propre intérêt. Il y a des personnes aussi à l'intérieur qui n'ont aucun autre intérêt, c'est-à-dire ce sont des Africains mais qui défendent des intérêts coloniaux et occidentaux. Il y en a toujours. Il y a même des chefs d'État qui n'ont rien à cirer de leur population. Ils sont là pour leur propre intérêt et l'intérêt des Occidentaux. Donc le gros problème pour sortir de là, on ne peut pas sortir de là si nous-mêmes les Africains, on n'est pas solides. Nous les Africains aujourd'hui, nous avons la richesse, nous avons plein de choses. Mais aujourd'hui aussi, nous avons plus que des problèmes. Nous avons tellement de difficultés dans tous les secteurs. Et c'est ça que les Occidentaux veulent. Hein. Ils sont contents quand ils sont là. On fait des associations, on fait des assises internationaux. Nous, on nous parle encore au niveau de la bouffe. On est encore au niveau de l'argent. On va donner à ces Africains tel milliard dans tel secteur. On n'arrive même pas à être autonome avec tout ce qu'on a. Le problème est grave, le problème est très grave. Aujourd'hui, le problème est encore plus grave parce que, comme je vous le disais, ça touche encore le petit africain parce qu'il n'arrive plus à manger. Il y a des endroits ici en Afrique, quand vous partez au G5 Sahel, quand vous allez au nord, Cameroun par exemple. Moi, je suis originaire du nord. Chez moi, même l'eau pour boire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors qu'on a des élus, par exemple. Dans d'autres pays, il y a des élus. C'est le système de la gouvernance mis en place qui est favorisé par les Occidentaux, parce que, comme je vous dis, c'est du 50-50. Je vous prends basiquement, comme on dit au quartier, c'est-à-dire les présidents africains, les présidents européens, ou alors la communauté internationale, ils ont vu à ce que les Africains, c'est-à-dire nos dirigeants, s'accrochent à leur propre place ou à leur propre personne. Alors, ils font un deal. Ok, moi, je t'arrange la place et tout, mais toi, l'or qui est à gauche, le bauxite qui est à l'uranium qui est tu me donnes. C'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Ça va apporter à la famille présidentielle, ça va apporter à certaines personnalités ou personnes de l'Afrique ou du pays, mais ça n'apporte rien sur 50 ans, sur 100 ans. Maintenant, aujourd'hui, demain, sur l'Africain, ça n'apporte rien. Donc, il y a un gros problème africain. Il ne faut pas se le cacher aujourd'hui. La seule personne qui avait une visibilité, qui avait un gros programme à travers la Banque centrale africaine, à travers beaucoup d'autres projets pour l'Afrique, c'était Muammar Kadhafi. Et aujourd'hui, moi, j'en veux pas à Sarkozy. Moi, je le dis tous les jours sur les plateaux de télévision. Sarkozy, c'est un brillant homme politique. Parce que quand vous voyez tout ce que Sarkozy a fait, toutes les batailles que ces Blancs, ces Européens font, c'est pour satisfaire qui? C'est pour satisfaire la population. Je ne pense pas que chez les Occidentaux, même dans les plus pires pays, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas mangé. Je ne pense pas que quelqu'un là-bas parce qu'il n'est pas allé à l'hôpital. Je ne pense pas que quelqu'un peut aller à l'hôpital là-bas, on ne prend pas soin de lui. Toutes les batailles que les Occidentaux font, c'est pour mettre leur population à l'abri de certains besoins. Rien que les premières nécessités. Mais pourquoi nous, les présidents, les dirigeants africains, nos dirigeants, ne copient pas? Il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Vraiment, si les présidents africains, rien qu'à leur niveau, ils nous dictaient, ils nous méprisaient, ils nous font ce qu'ils veulent, mais que le petit peuple, le petit Africain ne manque pas du minimum. Nous, on s'en fout. Je répète encore, nous, on s'en fout de toutes ces batailles-là. Nous, on veut le minimum. Qu'est-ce qui peut changer? Par exemple, l'exemple aujourd'hui des débats qui sont là au Cameroun. Qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut améliorer la situation d'un petit Camerounais qui n'est pas allé à l'école, même celui qui est allé à l'école. Est-ce que si un Camerounais a faim, c'est-à-dire il peut manger tranquillement? Est-ce que si un Camerounais ne se sent pas bien, même s'il n'a pas les moyens, il va aller dans le premier hôpital district, aller se soigner? Est-ce qu'un Camerounais, il est engagé, il a besoin de quelque chose, il n'est pas allé à l'école parce que, par exemple, il a difficilement grandi, ou alors il y a un système d'éducation qui le permet d'intégrer la société, d'apporter. Voilà ce que nous, on veut. Pour revenir au débat africain, vraiment, c'est un gros débat. On peut rester ici des jours, ça ne va pas changer. Le problème des Africains, c'est nos dirigeants. Nos dirigeants africains, bien que, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, allez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Les Occidentaux, eux, ils ont un truc très simple.
quand ils entrent dans un territoire, j'appelle ça comme ça, c'est avec deux choses qu'ils entrent dans le territoire. Hein. Ils entrent dans le territoire en installant l'ignorance et la pauvreté. Vérifiez, vous verrez ce que je vous dis. Quand vous arrivez dans des zones où vraiment, allez dans le G5 Sahel, allez au nord Cameroun, vous verrez, les peuples sont ignorants et les peuples sont pauvres. Qui a installé ça? C'est les Occidentaux qui installent cela. Ils installent ça comment? Des fois directement, des fois indirectement. C'est-à-dire, ils ont des personnes là-bas qui menacent des gens, qui mettent la psychose, Vous voyez ce que je dis? Donc, ils sont dans un domaine de diviser pour mieux régner. Quand ils ont fini de faire ça, la psychose est là, montrer à la population que non, vraiment, ne sortez pas. Vous avez des casques bleus, vous avez des Américains, vous avez des Européens qui sont là, au G5 Sahel, Boko Haram, un peu à gauche, ils sont là, jour et nuit. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Non, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Puisque ils ont dit qu'ils sont là pour la sécurisation des populations. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils apportent concrètement aux populations? Rien. Rien. Ils sont là, ils savent qu'ici, il y a des gisements. C'est ça. En réalité, c'est ça le gros problème de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique aujourd'hui, c'est nos dirigeants. Et je demande aux jeunes Africains qui aspirent au changement, aux jeunes personnes qui veulent développer l'Afrique, chacun a son domaine, chacun dans différents secteurs peut apporter pour son pays, pour ce continent. Il ne faut pas attendre vraiment les dirigeants parce qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on n'a presque pas, ou presque plus, on ne peut plus attendre. On doit se battre aujourd'hui à essayer d'exister, de vivre en fait. Parce que quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Afrique, c'est grave. Il y a des problèmes partout. Et on a essayé de mettre, comme le grand frère disait aujourd'hui, des problèmes je vais appeler ça comment? Les gens se regroupent par communauté, par ethnie, tout ça qui apporte ça. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Nous, aujourd'hui, on est des Bantous. Moi, je suis musulman. J'ai des amis chrétiens, mais on vit sans problème. On vit sans problème. C'est des Blancs qui sont venus dire que non, ça c'est un musulman radicalisé. Non, ça c'est un musulman modéré. Non, ça c'est... Vraiment, on n'a pas besoin de ça. Mais est-ce qu'à un certain moment, ces populations-là, dans certains pays africains, ne participent pas à cette manipulation-là, dans la mesure où, avant que le blanc ne leur dise cela, ils vivaient en communauté et qu'ils savaient déjà que c'était leur frère? Est-ce qu'au fond, ils n'ont pas cette semence-là que le blanc a juste exploitée? Parce que si quelqu'un entre chez vous et voit que vous n'aimez pas votre frère, il exploitera cette division entre vous pour davantage créer des problèmes. Mais si vous lui avez montré que vous avez un véritable amour pour votre frère, il serait difficile qu'il essaie de vous diviser. Justement, j'ai rebondi dessus. Je vous ai parlé de l'ignorance et puis de la pauvreté. C'est avec des choses qu'ils entrent en Afrique. Ils divisent pour mieux régner. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que comme tout être humain, je ne m'exclus pas d'ailleurs, tout être humain aspire à certaines choses. C'est-à-dire le pouvoir, la richesse, l'argent et tout et tout. Il y a des personnes faibles d'esprit qu'on vient voir, par exemple dans des villages. On vous regroupe, on dit que, ok, on va vous donner telle chose. Et puis, il y a toujours des problèmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Ils prennent des problèmes où ils financent, ils font des trucs et ça crée des batailles. Donc, le gros problème, c'est ça que je vous dis, ce sont des Africains. Nous devons être plus que soudés, puisque nos dirigeants africains, la majorité de certains dirigeants africains qui nous gouvernent, en réalité, ils s'en foutent du peuple. Ils sont là-bas parce qu'ils sont là pour leur nom, par exemple, comme la famille Bongo au Gabon, ou alors parce qu'il faut rester au pouvoir, comme en Côte d'Ivoire, il faut défendre, par exemple, les intérêts européens, ou je ne sais pas. C'est compliqué. Vous avez des pays qui se démarquent un petit peu comme le pays de Paul Kagame, qui se démarque, c'est bien, mais sur 1001, c'est rien. Et je peux chuter, s'il vous plaît. Je vous dis, deux fois même, ces Occidentaux, dont le mal est plus profond, quand la population vient à agir même, ils ont d'autres méthodes. Je vous ai donné le cas du Burkina Faso, où le président est parti sans vraiment partir. Je vous donne le cas du Congo, où le président passe sans vraiment partir. Donc le mal est très mal. Merci à vous, M. Sissi, et avec vous, M. Ndom.
au Mali lors de l'expulsion du représentant de la force des Nations Unies, la MINUSMA. Cela s'est passé dans une conférence où il a souhaité la bienvenue à la délégation venue du Mali et à la délégation de l'étranger, alors qu'il se trouvait à Kidal, qui est considéré par les autorités maliennes comme un territoire malien et dont l'intégrité ne saurait être disputée. On voit quand même le chef de l'État malien très proche du chef de l'État français, et on le sait, le chef de la mission des Nations Unies est un Français. Comment comprendre que la France, qui dit vouloir aider le Mali pour récupérer son territoire, considère l'État à Kidal que ce territoire n'est pas malien? Mais votre question, elle est vraiment pertinente du point de vue de la compréhension de ce qui se passe au Mali. Il y a deux approches dans cette histoire. On peut penser que, ce fut un lapsus révélateur de ce que nous savons déjà, en réalité, la France avait fait la promesse, n'est-ce pas, à ses combattants qui étaient de côté de la Libye: ne vous immiscez pas dans la guerre contre Kadhafi, dégagez de là, non, on vous promet de vous donner un espace où, n'est-ce pas, les gens de votre communauté pourront avoir enfin un État. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ce sens. Et sans oublier que cet espace du nord du Mali est extrêmement riche. Aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est une zone au-delà du désert qu'on nous vend qui est extrêmement riche, et ça attire effectivement des convoitises. La seconde démarche bien posture ou bien point de vue peut être de dire: attention, c'est un ami du Mali. Mais il a accepté de se sacrifier pour dire aux Maliens tout haut ce qu'eux sont en train de concocter dans le noir, pour que ça devienne évidence et que cela remette sur la table la question de l'absence de l'État malien dans le nord du Mali, alors que la France y est. Je veux dire, l'administration malienne n'a pas pu se déployer dans la zone de Kidal, l'armée malienne n'a pas pu se déployer dans la zone de Kidal, mais pourtant, les soldats français y sont avec les rebelles de MLA. Donc, il y a souvent dans la vie des gens qui sont soit qui essaient de vous dire: écoutez, c'est nous qui décidons et voilà ce que nous voulons faire, ou bien qui, par un pis-aller, dit: mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer de trimballer ces gens comme ça en bourrique. Il faut avoir le courage de leur dire la vérité, que voici ce qui se trame sur votre dos. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, je pense que là, c'est la France qui a été complètement dénudée. C'est le jeu trouble de la France, c'est le jeu trouble de l'Occident par rapport à la résolution de cette question malienne-là, qui a été remis complètement sur le feu des projecteurs. Et c'est à l'État malien, au peuple malien, d'en tirer toutes les conséquences qui se posent. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, dans l'une de mes prises de parole, que le problème que nous avons en Afrique, c'est la faiblesse de nos États. Nos États sont faibles. Ils sont de très grandes superficies, mais ils ont une faiblesse d'ordre structurel, d'ordre économique, d'ordre politique, et qui font que face, n'est-ce pas, à ces partenaires, entre guillemets, qui viennent d'Occident, nous continuons d'être comme des choses presque insignifiantes. Et eux, de leur côté, c'est à partir du moment où c'est moi qui leur donne à manger, à boire, c'est moi qui le vêtis, je lui donne un toit, je lui donne l'argent de poche, tout ce qu'il veut, je peux continuer à lui imposer, n'est-ce pas, mes projections et mes points de vue sur son propre territoire, dans sa propre maison. C'est de cet assujettissement qu'il faut absolument que nous puissions nous en sortir. Mais pourquoi nous puissions nous sortir de là, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la prise de conscience collective. C'est le sacrifice des intellectuels et des hommes qui ont une vision claire de ces enjeux-là pour essayer de muscler ce que j'appelle la masse critique. C'est pas le bien de la formation, c'est pas le bien de l'éducation, c'est pas le bien du refus de beaucoup d'avantages dont certains sont friands aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, je peux continuer de vous dire que nous allons tout droit vers notre perte. Tout à l'heure, le jeune frère, il a fait allusion à quelque chose, mais il faut qu'il se rappelle quand même que nous sommes l'un des rares peuples au monde qui a subi 400 ans d'esclavage. Ça vous fait un lavage de cerveau, de culture inimaginable. Il y a des gens qui réagissent aujourd'hui, ils viennent sur les plateaux de télé, sont dans de belles vestes cravates, on te dit les professeurs agrégés en ceci et cela. Vous l'écoutez raisonner, vous posez des questions, mais si c'est le même sang qui coule dans nos veines, qui coule dans ses veines. Donc voilà, mais c'est tout simplement parce que le brainwash a été tellement puissant que les gars, en réalité,
vous le voyez tout beau, mais c'est une coquille vide. Il n'a plus d'âme, il n'a plus de conviction, il n'est plus lui-même. Il est même peut-être honteux pour lui. J'allais dire, il a même honte d'être noir à la limite. Mais est-ce que continuer à envoyer nos enfants aller fréquenter dans les universités occidentales ou même continuer à appliquer dans nos universités ou dans nos écoles africaines le système occidental ne contribue pas à ce que nous ayons des intellectuels qui soient plutôt favorables aux colons et non à la cause africaine? Vous êtes superbement bien inspiré, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous êtes totalement dans le vrai. Fallon. On avait un débat sur notre plateau sur la question de la double nationalité. Moi, je disais dans le fond, on peut faire la part des choses. Parce que prendre la nationalité d'un autre pays, c'est pas une affaire vraiment simple. Parce que vous avez une personnalité qui devient double, bien triple. Le problème dans cette affaire-là, c'est qu'il faut que nous soyons capables d'analyser concrètement ce qui se passe. Nous avons des enfants, vous l'avez donné par exemple le cas de ces enfants, qui sont à la fin de leurs études, par exemple secondaires, et qui postulent bien, ambitionnent d'aller continuer les études supérieures à l'étranger parce que là-bas, les cas de formation sont les meilleurs, etc., etc., parce que n'oubliez pas que nous sommes toujours des pays sous-développés, la plupart d'entre nous sommes pauvres et très endettés, etc., etc. Donc, quand ces enfants veulent y aller, comment ils vont? C'est les parents qui organisent tout. Ça devient une affaire privée. On oublie que cet enfant-là, qui doit devenir un intellectuel, est d'abord un soldat pour le pays. Donc, il faut lui donner des bases, un soubassement à la fois idéologique et culturel, qui fait de lui un soldat qui ira plutôt voler le feu à l'extérieur pour venir bonifier la masse critique chez lui. Mais quand on laisse un enfant comme ça, qui part, la plupart ne savent même plus parler leur langue maternelle. Quand ils arrivent là-bas, ils sont éblouis par tout le bling-bling. Et tout ce qu'ils voient, ils se disent, mais vraiment, Dieu m'a sauvé. Je suis enfant au paradis. Mais là-bas, c'est les ténèbres. Ils oublient que c'est grâce à ces ténèbres qu'il existe. Donc, il faut qu'il y ait un programme. Il y a d'autres pays, sans le dire ouvertement, ont ce programme-là. Ils envoient ces enfants qui vont étudier, par exemple, dans les pays occidentaux, comme des soldats qui vont à la conquête du savoir et qui doivent ramener chez eux pour améliorer les conditions de vie de leurs compatriotes. Je prends un exemple. Est-ce que vous savez que l'actuel président nord-coréen a fait des études en Suisse? Mais est-ce que son passage en Suisse, dans tous ces milieux huppés là, où vous avez tous les enfants des princes saoudiens, etc., ont complètement transformé, n'est-ce pas, son être, sa culture, au point de vouloir vendre son pays à l'Occident? Non, vous voyez la résistance que ce jeune gars-là, ce jeune chef d'État, excusez-moi le terme, n'est-ce pas? Vous voyez comment il est debout face à M. Trump. Mais imaginez-vous un seul instant que nos enfants qui vont faire les mêmes études, dans les mêmes écoles, l'un de revienne et dit, ah, mais Fanon, vous êtes dans les ténèbres, vous ne comprenez rien. Hein? Vous n'avez rien compris à la vie. C'est chez nous qui est la vérité. Ah non, non, vraiment, tais-toi, tu ne comprends rien, etc., etc. Il ne revient pas comme un soldat qui allait acquérir du savoir et qui est prêt à s'organiser pour mettre ce savoir-là au service de son peuple pour que son peuple puisse franchir une autre échelle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et parce que quand vous avez des parents eux-mêmes déjà qui sont complexés et produisent des enfants qui seront doublement complexés, ces enfants qui vont là-bas, quand ils reviennent, ils ne sont plus en réalité des enfants africains. Je vois souvent des publications sur Facebook qui me font rire. On dit, ah, tel Camerounais, il est maire dans tel pays. Mais vous oubliez une chose, ce gars n'est plus Camerounais. Il n'est pas du tout Camerounais. Il a accepté de jeter votre nationalité pour embrasser la nationalité des autres. Il est au service à fond des autres. Quand vous avez des jeunes qui sont dans la Légion étrangère, qui ont arrêté le groupe de mercenaires de l'armée française, s'ils viennent en OPEX, on appelle ça en opération, n'est-ce pas, extérieure, dans un pays comme le Cameroun, il a beau être, je ne sais pas, de Batoufan, si la guerre se passe à Batoufan, il va tuer tous les grands maîtres de Batoufan, hein, sans état d'âme. Parce qu'il n'est plus ce fils de Batoufan là. Les autres l'ont retourné, fait de lui un outil au service de leur puissance et de leur développement. C'est ce que nous devons commencer à faire. Ça, c'est un grand travail. Vous voyez donc que le chantier est extrêmement grand. Quand je vois les gens dire que... Excusez-moi. J'ai vu des gens qui ont failli mourir parce qu'ils n'ont pas été recrutés comme enseignants du supérieur. C'est pas que ce soit une bonne chose, mais c'est que les chantiers sont tellement grands,
Mais nous allons tout simplement parce que les gens veulent avoir un matricule, notre société est tellement mal organisée qu'on n'essaie pas d'exploiter au maximum ces ressources que nous avons à profusion pour pouvoir justement élargir les champs de compétences et donner la possibilité à notre pays d'aller un peu plus vite dans sa conquête de développement et pour avoir une place au soleil. Et pour l'instant, je continue de vous le dire, nous sommes complètement minables sur le plan de ce qu'on appelle de l'influence que nous pouvons avoir sur la scène internationale. Les autres étant au courant que c'est le cas, c'est pour ça qu'ils nous piétinent, c'est pour ça qu'ils font de nous ce qu'ils veulent, alors que honnêtement, quand vous regardez l'Afrique, vous regardez des beaux pays comme le Cameroun, pour moi, qui est le plus beau pays du monde, excusez-moi, c'est comme des enfants qui ont des poches qui sont bourrées de diamants, mais qui sont affamés. C'est inacceptable parce que nous n'avons ni les hommes, ni les organisations, ni même des structures qui vont permettre à comprendre à ce jeune enfant que le diamant que tu as dans tes poches, c'est quelque chose qui peut faire de toi un abat. Et c'est ce travail-là que nous devons faire. Et c'est ce travail, heureusement, que vous faites depuis, n'est-ce pas, beaucoup d'années. Parce que ce que vous faites là, c'est ça ce travail. C'est un travail de conscientisation, d'éducation des masses pour que ces masses-là puissent sortir de leur torpeur, n'est-ce pas, de leur sommeil comateux et qu'ils embrassent, qu'ils prennent à bas le corps cette réalité-là afin que ensemble, avec ceux qui vont les aider, qu'ils puissent transformer ces réalités de telle manière qu'on puisse avoir enfin des pays où c'est plutôt l'Occident qui viendra, les Occidentaux qui auront besoin de venir en Afrique parce qu'il se fait très bon vivre ici chez nous. Pour ceux qui ont eu la chance de séjourner dans ces espaces-là, prenons le cas maintenant où l'hiver commence à battre son plein, vraiment vous allez voir que c'est le paradis que Dieu nous a donné. Mais comment est-ce que c'est dans ce paradis que Dieu nous a donné que nous sommes incapables de donner la joie de vivre à nos enfants et même de saper la possibilité à nos arrière-petits-enfants d'avoir cette joie de vivre. C'est là l'équation qu'il faut qu'on nous soyons capables de résoudre. Et pour résoudre cette équation, il faut sortir, n'est-ce pas, tout son esprit, son corps de la coquille culturelle dans laquelle on a voulu bien nous enfermer, avec cette question qui me scie complètement, qui est la question de repli identitaire. Tout à l'heure, on a parlé de l'extrême nord. Moi, j'ai fait des voyages à l'extrême nord, mais récemment, j'ai été dans la zone de Marois. Vous savez, il y a eu la catastrophe de Gouaché, à Bafoussam. Oh, ça a soulevé beaucoup d'émotions. Et c'est vrai, c'était tellement violent qu'un être humain normal ne peut qu'avoir cette émotion. Mais quand vous vous rendez compte de ce qui se passe à l'extrême nord, Gouaché, c'est une expérience laboratoire. Après les violents pluies diluviennes qui sont abattues là-bas, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont actuellement sans abri. La famine menace dans l'extrême nord. De temps en temps, nous avons quelques représentants du gouvernement qui vont faire un peu de cinéma là-bas, ils reviennent. Je vous dis qu'actuellement, nous parlons de l'extrême nord, il y a des milliers d'enfants qui n'ont pas où dormir. Il y a des femmes qui ne savent pas comment faire, ils n'ont plus d'intimité. Et, cerise le gâteau, elles ne savent même pas si demain elles vont manger. Nous sommes dans cette situation-là. Et que font les pouvoirs publics? Mais vous parlez des pouvoirs publics, on masque tout, on ne dit pas la vérité aux gens. D'ailleurs, vous devez savoir qu'en temps normal, une bonne partie de cette population de cet espace-là vit de l'aide humanitaire étrangère. Donc, maintenant, avec cette catastrophe encore, le phénomène encore s'est démultiplié, s'est décuplé encore plus puissamment. Mais nous aussi, nous sommes sur le plateau, nous sommes sur Cameroun, on a souvent des débats de type oui, il n'aime pas me voir parce que je ne suis pas de sa région, alors que nos frères sont en train de mourir. Comment voulez-vous que Boko Haram ne continue pas de prospérer dans cet espace-là? Comment? Parce que nous n'avons aucune réponse à la force sociale et humanitaire, à les frères qui sont en détresse, et les autres vont venir avec les courants qui disent à leur manière, avec les moyens qu'ils peuvent leur donner, du riz, etc., etc. Comment veux-tu que cet espace ne soit pas un espace fertile pour le recrutement de jeunes et futurs combattants de Boko Haram? Voilà, n'est-ce pas, la problématique et les questions qui sont les nôtres et que nous refusons de voir pour les régler correctement et donner la possibilité à nos pays et surtout à notre Cameroun d'être un grand pays parce qu'il en a les capacités et les moyens et les hommes que nous sommes. Avons tout fait pour arriver à ce niveau, mais surtout que Dieu nous a vraiment gâtés. Pour ceux qui aiment parler de Dieu, nous avons une terre bénie, il pleut presque tous les jours, vous pouvez planter n'importe quoi, n'importe où, tout simplement que sur le plan macroéconomique, macro-politique, qu'on organise mieux nos populations pour que nous puissions
être capable d'arriver à cet objectif-là. Merci à vous, Monsieur Patient Parfendom. Nous allons bientôt sortir de cette émission. Alors, je vais prendre avec vous cette dernière question. Aujourd'hui, pensez-vous que avec tous ces combats qui sont menés sur le territoire, tous ces appels des différentes populations, que très bientôt on puisse avoir des dirigeants qui comprennent la nécessité de pouvoir renégocier la qualité des accords avec l'Occident et permettre enfin aux populations africaines d'être épanouies et pouvoir s'autofinancer. Tout à l'heure, vous avez parlé de financement. On sait quand même que lorsque l'Union africaine a été sur la présidence du président Paul Kagame, il a quand même mis l'accent, c'est où ce problème de financement a ressurgi, il a quand même mis l'accent sur l'autofinancement de l'institution. Mais après le départ du président Kagame, on a comme l'impression que ça traîne et que au finish, aucun État africain ne veut réellement financer ou alors donner sa contribution pour que l'organisation soit enfin totalement indépendante et puisse prendre des décisions en faveur de l'Afrique et non en faveur de ses bailleurs de fonds. Oui, malheureusement, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que je vais rebondir sur beaucoup de trucs que le grand frère panéliste qui est à ma droite a dit. Vraiment, sur le sujet de l'Union africaine et sur le sujet de l'Afrique, il ne faut pas qu'on se mente. Je vous le dis encore, la seule personne qui avait un projet, une visibilité sur 50 ans, sur 100 ans, pour tous les Africains, je dis pour tous les Africains, c'était Muammar Kadhafi. Mais il n'est plus là, il faudrait qu'on avance. C'est-à-dire, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus aucun projet. Il n'y a plus un président, il n'y a plus un individu, il n'y a plus un programme qui a une visibilité pour l'Afrique. Il n'y a plus. Vous avez des personnes qui se démarquent, comme vous aviez dit vous-même tout à l'heure, comme le président Kagame, pour leur pays. Vous avez des pays comme l'Angola qui sont enfermés. Ils ne veulent même pas que d'autres Africains viennent, qui s'en sortent à l'heure maintenant. Et ça n'avantage pas, ça n'apporte rien aux Africains. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais aller en Angola, on dit que tu ne peux pas rester chez toi pour arranger aussi. Ça n'apporte rien. Donc, ce sujet-là, le mal est très, très, très profond. Vraiment, les Africains aujourd'hui, on est autonome à rien. Parce qu'on est divisé, on est là, il y a ceux qui... Je vous ai dit, on a des présidents, des dirigeants, des personnes qui sont là, des élus qui s'en foutent de la population. Chacun travaille pour son intérêt, soit commun, soit personnel, soit pour les gens qui l'ont mis là-bas, soit pour sa communauté. Ils nous ont divisés pour mieux régner. Je rebondis sur là et je le dis, par exemple, le cas du Cameroun, aujourd'hui, le Nord Cameroun. Je vous le dis, il n'y a pas une population au Cameroun qui souffre. Je vous le dis, je suis originaire du Nord, qui souffle comme le grand Nord Cameroun. Lui, il est parti jusqu'à l'extrême nord, le grand frère. Je vous dis, au nord, à Garoua, il y a des villages où il n'y a pas l'eau à boire. Quand vous prenez les personnalités, déjà, en ce moment même où je vous parle, il y a une personnalité du Cameroun qui fait polémique, qui est là depuis 40 ans, 50 ans, qui ne veut pas céder la place. Il a été deuxième personnalité au Cameroun, 30 ans. C'est un nordiste. Ce n'est pas Paul Biya qui va venir arranger le Nord. Pourquoi ces personnalités qu'on a au plus haut sommet de l'État camerounais et Afrique centrale, ils n'arrivent pas à améliorer? On a des élites aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, les partis politiques alliés au président de la République, au régime qui nous gouverne. Le RDPC, ce sont les nordistes. Il faut le dire, la réalité. Mais personne n'en parle, personne ne dit rien. Mais c'est grave ce que le grand frère vous dit. C'est encore plus grave parce que je sais. Je vous dis qu'il y a des personnes qui je sais pas, ils crèvent en fait. Ça, je vous le dis en fait. On est arrivé à un niveau où, aujourd'hui, dans ma communauté, par exemple, les gens te parlent de Dieu. Ah, on a remis toi entre les mains de Dieu. C'est la fatalité totale. Et c'est ça encore que je vous dis. Ça, c'est les Occidentaux, à travers nos élites, nos dirigeants, qui nous ont divisés pour mieux régner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le mal est très profond. Il faut un gros système d'éducation africain. Déjà, comme ça, où on peut l'implémenter déjà dans tous les pays, puisqu'on est là pour un débat panafricain. On n'est pas là dans un débat national. Voilà pourquoi je ne dis pas camerounais. Je dis il faut un gros projet d'encadrement éducatif. C'est-à-dire un projet de l'éducation de l'Africain. Aujourd'hui, vous êtes une brillante journaliste. Ce n'est pas aujourd'hui que je vous connais. Bien que c'est aujourd'hui que vous m'invitez dans votre plateau, moi je vous suis. On a fait des études ensemble. Ça, il faut le dire. On est là. Mais aujourd'hui, si on ne vous encadre pas, si on ne vous éduque pas bien dans votre domaine, le journalisme, si l'Union européenne aujourd'hui vous propose un poste d'aller, je ne sais pas quoi, en Suisse pour être journaliste, pour couvrir des choses internationales, vous allez partir ou pas? Je vous dis que vous allez partir.
Mais voilà, aujourd'hui, je suis un jeune Africain qui se démarque dans la politique avec un projet du PURS, de Serge Espoir Matomba. Mais si je ne suis pas encadré, si je ne suis pas éduqué, aujourd'hui, les gens oublient, la politique aujourd'hui est une institution. Les partis politiques aujourd'hui, combien tu peux être dans un parti politique, tu vis? Non, il n'y en a pas en Afrique, il n'y en a pas au Cameroun. Tout le monde que vous voyez, tous les acteurs politiciens camerounais que vous voyez, ils se démarquent ailleurs. C'est pas normal. Voilà pourquoi, dès qu'ils sont nommés, ils commencent à manger tout de suite. Ils oublient la population. Je ne m'exclus pas. On aurait dû éduquer, programmer, encadrer dans tous les secteurs dans ce pays. Aujourd'hui, si je me retrouve au PUS de Serge Espoir Matomba, en tant que premier secrétaire du PUS de la dite commune de Douala-2M que je suis, je prends ça banalement comme ça, avec un salaire, avec un système. Parce que c'est ce que le PUS de Serge Espoir Matomba, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Hein. Il est en train de établir un salaire à tous les gens. C'est-à-dire quoi? Il veut qu'on s'engage à 150%, j'appelle ça comme ça, pour le pays. Parce que n'oublions pas les batailles qu'on fait au niveau africain, panafricain. C'est pour la bonne cause, c'est pour la cause, machin. Mais aujourd'hui, vous avez les politiciens. Moi, par exemple, je suis là, j'ai un parti politique, mais je ne mange pas par ce parti politique. Je suis vulnérable. On me corrompt à tout moment. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que le système n'a pas éduqué, n'a pas encadré le secteur dont je suis. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a un gros problème d'éducation, il y a un gros problème d'encadrement. Et le mal est très profond, je vous dis. Ce n'est pas un mal qui va se terminer aujourd'hui. On a des vrais problèmes. Le grand frère a dit tout à l'heure, vous verrez malheureusement dans certaines chaînes de télévision des gens qui viennent, ils ne maîtrisent rien parce qu'ils sont là de climatiseur en climatiseur. C'est-à-dire, on s'est tapé des embouteillages pour arriver ici. Ils connaissent rien, ils racontent des choses. Des Camerounais, des Africains souffrent au niveau où vous ne pouvez pas imaginer. Vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, on a médiatisé la guerre du Nozo. En réalité, c'est une guerre de lobbying quand vous prenez. Les vrais gens qui souffrent dans ce Cameroun, comme je vous dis, comme je vous répète, c'est les gens du Grand Nord. Et aujourd'hui, c'est encore eux, nos élites, qui sont silencieux pour crever les Africains. Non, mais il faut qu'on se dise les vérités en face. Merci à vous. Monsieur Bamanga, nous allons sortir très rapidement avec vous, à Monsieur Patient Parfendom, avec cette dernière interrogation. Tout à l'heure, à l'entame de cette émission, vous avez dit que les populations africaines dans certains pays ont compris la nécessité de pouvoir aujourd'hui exprimer leur point de vue parce que très longtemps, ils ont attendu que ceux-là qui leur représentent à la tête de l'État défendent leurs intérêts et cela n'a pas été fait. C'est pourquoi on a vu au niveau du Mali des manifestations pour demander le départ de Barkhane. On a également vu en République démocratique du Congo, il y a de cela quelques semaines, des populations qui ont manifesté à Goma et à Butembo pour demander le départ de la MINUSCO, et ce qui a été pareil en République centrafricaine. Aujourd'hui, est-ce que, au-delà de cette volonté africaine des populations qui aujourd'hui sortent dans les rues pour exprimer leur mécontentement par rapport à certains partenariats, par rapport à certaines choses concernant les rapports des États africains et l'Occident. Est-ce qu'on ressent cette réelle volonté des pouvoirs publics de ces différents États africains d'accompagner ce mouvement qui voudrait que l'Afrique redevienne plus grand, qui voudrait que l'Afrique soit repensée et qui voudrait que l'Afrique parte à une autre base, celle de sa culture, celle de ses intérêts, celle de la transformation, la production et la consommation de ces matières premières? Effectivement, mais je crois que nous avons plusieurs réalités dans le même continent. Nous avons plusieurs réalités dans le même continent parce que nous avons des classes politiques qui ne sont pas les mêmes au pouvoir partout dans notre continent. Les gens ont l'habitude de prendre souvent le Rwanda pour exemple, mais bon, moi je pense que le Rwanda a aussi des coquilles, parce que la croissance du Rwanda actuellement aussi due au fait qu'elle a collé à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez que c'est un produit comme le coltan, il est vendu, le marché mondial du coltan, c'est à Kigali. Or, le coltan n'est pas produit par les Rwandais. On peut passer. Mais on a des acteurs politiques comme l'actuel dirigeant éthiopien. Voilà. Voilà. C'est ça ce dont nous avons besoin. Vous voyez les efforts qu'il fait. D'abord, au sein de son propre pays, d'essayer, par le biais des négociations, des discussions, de faire taire certaines dissensions qu'il y avait en interne. Vous avez l'effort qu'il a fait pour essayer d'avoir un nouveau type de rapport avec son voisin érythréen. C'est de ça que nous avons besoin. Et ce sont ces démarches-là, à la fois politiques et diplomatiques, qui vont permettre justement que mon jeune frère, comme vient de le dire, puisse se rendre à Luanda sans que
les Angolais l'en empêchent. Mais dans le cas actuel, c'est ce que l'Angola fait, c'est parce que le Congo est resté le ventre mou, n'est-ce pas, de la géopolitique dans cette sous-région. Que vont faire des milliers et des milliers de Congolais en Angola? Parce que ce qui est en Angola, on l'a aussi au Congo. Mais comme le Congo est dans une situation de crise profonde, où l'État essaie de se remettre plutôt en place, c'est pour cela que des milliers de Congolais meurent de faim, alors que, comme tout le monde le dit, le Congo est un scandale géologique. Vous avez parfaitement raison donc, pour dire que quand vous êtes dans une ville comme Douala, par exemple, vous voyez des centaines de jeunes qui sont à moto, ils sont des conducteurs de moto. Et quand vous faites une enquête, vous êtes un professionnel des médias, vous vous rendez compte qu'il y a... La plupart sont des diplômés. Vous pouvez tressaillir parce qu'ils vont vous dire qu'ils sont diplômés des supérieurs, avec preuve à l'appui. Mais quel est le boulot qu'on a choisi pour eux? C'est d'être des conducteurs de moto dans la poussière. Et vous avez un chef d'État qui, dans un discours officiel, célèbre cela. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème. Alors que nous avons de vastes espaces, n'est-ce pas, de développement où on pouvait drainer, n'est-ce pas, cette force de travail, cette intelligence, n'est-ce pas, qui a été acquise pour nous permettre, n'est-ce pas, d'aller un peu très vite dans notre sort. Je vous dis que c'est une perte. Quand vous prenez un enfant, dès le bas âge, vous mettez la maternelle, il fait le primaire, le secondaire, il est diplômé de supérieur et il a pour avenir conduire une moto. Même pour le pays qui accepte de telles hérésies, à la fois économique et politique, c'est un drame. Donc, je continue de dire, pour sortir de là, princesse voilà, il faut que nos décideurs politiques, même du moment, essayent d'avoir de l'ambition pour nos propres peuples. Tant qu'on n'aura pas de dirigeants qui seront dans la prospection, dans la posture, d'avoir de l'ambition pour le propre peuple, effectivement, on va continuer à vivre des situations comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, où M. Macron était... J'ai vu cette photo, je me suis dit, c'est pas possible. Il y avait le gros drapeau de l'Union européenne, le gros drapeau de la France, et un petit A4, n'est-ce pas, pour marquer que la Côte d'Ivoire existe. Tout est dans la symbolique dans ces cas-là. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter avec ces histoires. Nous rappelons qu'on a vu circuler des vidéos sur les réseaux sociaux des soldats français fouillant certaines personnes de la sécurité, alors que cela ne se fait pas. Ils sont comme en terrain conquis, ils sont comme en terrain conquis. Vous vous imaginez le président de la République Cameroun, M. Paul Biya, va en visite en France, et c'est la police camerounaise qui commence à faire la sécurité là-bas à Paris. Est-ce que c'est imaginable? Mais vous voyez comment l'inverse ne choque même plus, tout simplement parce que nous sommes dans des situations, nous sommes dans des états où les gens ont oublié même le sens de l'honneur. Ils ont oublié le fait que nous sommes d'abord des humains et que par rapport à cela, il fallait qu'on se mette au boulot, qu'on se jette au boulot pour que les générations futures ne subissent plus les humiliations que nous subissons aujourd'hui. C'est ça ma bataille, c'est l'une de mes batailles que j'essaie de mener avec les moyens que j'ai et avec ceux qui sont autour de moi. J'espère que nous allons passer le flambeau à notre génération plus aguerrie, plus consciente des enjeux et qui va continuer sur ce chemin-là pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais je ne vais pas sortir sans ne pas souhaiter bonne fête de fin d'année à vous nombreux téléspectateurs, j'imagine. J'espère que, je ne sais pas si je vais revenir sur le plateau avant la fin de l'année, mais surtout à vos techniciens, à vos promoteurs dont je ne connais pas le nom pour l'instant, et en espérant que ça va être une expérience qui va connaître des lendemains meilleurs et qui va prospérer pour montrer le savoir-faire africain et surtout la maestria avec laquelle vous avez l'habitude de conduire vos débats. Je vous remercie pour cette invitation. Merci à vous, M. Passion Pafendo. Merci également à vous, M. Sissi Bamanga, d'avoir accepté et honoré cette invitation sur les plateaux de Africa TV. C'était l'émission Panafricanisme 101 qui s'achève. Merci à tous ceux-là qui ont pris la peine de nous suivre aujourd'hui. Nous vous disons, ne partez pas, restez fidèles à la suite de nos programmes et nos émissions se poursuivent sur Africa TV. Au revoir.